Signe des temps, Marc Wetzmann. Bonjour à tous. De quoi ChatGPT-3 est-il le nom ? Pour une fois, la question se pose vraiment. Créé en 2020 par la société OpenAI, lancé voici quelques semaines seulement, ce système d'intelligence artificielle a déjà trouvé des usages multiples. Le journal Le Monde a annoncé voici quelques jours avoir reconstitué avec des ingénieurs de l'IRCAM et ChatGPT l'appel du 18 juin 40 du général de Gaulle dont l'enregistrement original a disparu. L'écrivain Isaac Asimov, mort depuis 30 ans, vient de donner une interview à Arte par le même biais. ChatGPT peut aussi inventer des poèmes que Victor Hugo ou Shakespeare auraient pu écrire mais n'ont pas écrit. GPT 3.5, la version intermédiaire qui va vers GPT-4, envisage également de passer l'examen du barreau fédéral américain. La semaine dernière, en Colombie, un juge a validé un jugement rendu par ChatGPT, tandis que l'on annonce bientôt dans le domaine médical une intelligence artificielle qui ne sera pas ChatGPT mais qui sera capable de diagnostics médicaux immédiats par palpation à distance. Dans le domaine moral et politique, enfin, ChatGPT 3 nous apprend aussi à mieux penser puisque la machine bloque les contenus politiquement incorrects. S'agit-il d'effets d'annonce publicitaires destinés à lever des fonds, d'une révolution anthropologique d'ampleur planétaire ou des deux à la fois ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Charlène Biondi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes aussi l'auteur de Décoder une contre-histoire du numérique pour laquelle vous étiez venu dans cette émission. Victor Storchan, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes ingénieur en machine learning, vice-président de l'IA et du machine learning chez JP Morgan Chase aux États-Unis. Vous y êtes toujours ? Alors c'était avant. C'était avant, c'est ça. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes ? Et aujourd'hui, je suis ingénieur en IA et puis cofondateur de la startup Altica. Voilà. Et Éric Sadin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste du monde numérique et essayiste. Vous avez publié beaucoup de livres. L'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun chez Grasset. Et l'année dernière, beaucoup d'ouvrages. L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, la siliconisation du monde, faire sécession une politique de nous-mêmes, la vie algorithmique, critique de la raison numérique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, la première vraie nouvelle, à mon sens, c'est la rapidité avec laquelle cette intelligence artificielle a trouvé ses applications pratiquement partout dans le monde. Victor Storchan, vous rappelez dans le papier que vous avez publié, je crois, dans le Grand Continent, que selon OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, les modèles de GPT-3 génération de texte, DALL-E génération d'images, ou encore, je ne sais pas comment on le prononce, GitHub Copilot, génération de code informatique, ont chacun dépassé la barre symbolique du million d'utilisateurs. Oui, en un temps record pour ChatGPT, c'est en à peine 5 jours, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans des prototypes et pas encore des outils qui sont employés. Donc les utilisateurs, c'est des gens qui viennent tester cet outil. Mais c'est vrai qu'en fait, l'architecture qui au départ est un papier de recherche de Google, qui s'appelle les transformers, donc le T de ChatGPT, cette architecture, elle passe très bien à l'échelle et on se trouve en fait sur une dynamique exponentielle. On parle de la version 3, mais pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut se projeter à la version 10, la version 20 qui seront déployées dans le futur. Et donc, la problématique dans cette diffusion, c'est d'avoir le bon compromis entre la vélocité, donc la rapidité avec laquelle un acteur économique va déployer l'innovation rapidement, et puis la validation, la validité de cette technologie, à quel point on est sûr qu'on déploie quelque chose de fiable et à quel point on contrôle les risques. Quand vous dites la version 20, ça veut dire quoi concrètement ? Quand on dit qu'il faut se projeter, ça signifie quoi pour le Vulgum Pecus? C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui est à l'œuvre, c'est un empilement de capacités
quantitatif, disons, donc de données, de taille des modèles entre la version 2 et la version 3. On multiplie la taille par 100 et de capacité de calcul aussi pour fabriquer ce genre de système. Et en fait, on a dans cette dynamique un changement qualitatif, un saut technologique qualitatif que l'on observe dans ces modèles-là. Et c'est particulièrement... on voit ce changement de paradigme avec ChatGPT. Il incarne vraiment ce changement de paradigme, puisque on peut saisir en fait cette fulgurance technologique qui est à l'œuvre. Charlène Biondi, donc on assiste, pour le dire, pour reprendre une formule de votre livre, on assiste à une sorte de mathématisation du monde à travers cette évolution. Oui, enfin, oui, c'est-à-dire que ChatGPT, c'est le dernier né d'une l'une des dernières expressions d'une grande transformation numérique qui est à l'œuvre et qui repose sur une quantification du réel, si c'est ça que vous voulez dire. Effectivement, je pense que c'est là que vous voulez en venir, c'est dans quelle mesure cette rationalité technologique, cette rationalité numérique de quantification du réel, elle nous pose un problème politique ou éthique. C'est-à-dire que est-ce que les postulats sur lesquels reposent ces nouveaux calculs, cette nouvelle représentation du monde, cette nouvelle production d'un savoir, dans quelle mesure ils sont en train de bouleverser quelque chose de social, c'est-à-dire de nous déranger dans l'horizon sociopolitique et éthique qu'on est à même de produire. Et de transformer. Éric Sadin, vous, dans un article que vous avez publié le 23 janvier dernier dans Le Monde, vous parlez d'un bouleversement à portée anthropologique, et vous avez cette réflexion. On nous fait croire qu'il s'agit de dispositifs, ChatGPT en particulier, qui utilisent un langage semblable au nôtre. C'est ce qu'on a vu dans les démonstrations. On voit la machine, tout le monde trouve bluffant le fait que la machine parle comme nous. Et en fait, ce que vous dites, c'est le contraire. C'est-à-dire que la machine nous apprend à parler comme elle. Alors, je me permets de revenir quelques instants sur la question que vous avez posée à Victor, ChatGPT 20, si on l'imagine. Ce qui caractérise les technologies, les systèmes d'intelligence artificielle, c'est que ce ne sont pas des technologies stables, mais qui sont en sophistication sans cesse croissante. Donc c'est à cette mesure-là de sophistication régulière qu'il faut saisir, qu'il faut tenter de saisir ce qu'il se joue. Et pourquoi je dis tenter de saisir avec la plus grande prudence possible? Parce que je suis très troublé de voir que depuis que la mise en ligne du système version 3 a été faite, eh bien on s'est presque trompé de cible. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que ce qui mobilise nos affects, mais pas seulement, ce qui fait l'objet de pratiquement tous les commentaires, aussi bien dans les descriptions presse que même dans les tribunes, aussi bien en France que j'ai pu lire aux États-Unis, c'est quoi? Sur quoi avons-nous insisté comme étant spectaculaire et qui a produit d'une certaine façon notre sidération? C'est le fait que des systèmes puissent écrire à notre place, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire par des prompts, par des commandes, une interprétation de nos souhaits, et puis il y a une capacité d'élocution, de production de langage. Alors on se dit immédiatement, mais mon Dieu, je suis paniqué, moi, père, mes enfants, bientôt ils vont plus faire de dissertation, ou alors dans la presse, bientôt il n'y aura plus de journalistes puisque des systèmes sont capables, en leur donnant des données, puis eux ils ont la capacité d'avoir accès à un fonds infini informationnel, de pouvoir rédiger des textes aussi fiables que nous à des coûts marginaux. Mais là on se trompe. Là nous avons affaire à quoi? Des effets collatéraux. Alors Marc, c'est pas parce que c'est collatéral que ce n'est pas important. Mais le cœur de l'affaire, si je peux me permettre en quelques instants, je vais l'identifier avec vous, ce que j'ai fait dans ma tribune dans Le Monde et que je refais dans une qui va paraître à nouveau frais, que je refais à nouveau frais dans une tribune qui va paraître demain dans Le Figaro, c'est que c'est pas tant le fait que des systèmes vont écrire à notre place, supposément avec une qualité identique ou supérieure à la nôtre, c'est que des systèmes vont nous parler.
vont nous parler. Et là est à l'œuvre un phénomène puissant qui est en cours depuis une quinzaine d'années. Pourquoi je dis une quinzaine d'années ? Parce qu'il est datable. C'est 2007. 2007, c'est, comme tout le monde sait, l'apparition de l'iPhone, et qui a vu les premiers systèmes d'intelligence artificielle, et notamment par les applications, qui permettent quoi ? Parce qu'il se trouve qu'on parle d'intelligence artificielle à droite et à gauche. Aujourd'hui, la grande mode, c'est d'inviter un peu n'importe qui sur le plateau pour parler d'intelligence artificielle, mais on ne sait pas de quoi on parle. Mais il faudrait là, nous avons affaire exactement à de l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous dire en quelques termes, ce qui, à mon sens, et je l'ai théorisé dans mon livre sur l'intelligence artificielle, à quoi nous avons affaire ? Nous avons affaire tout simplement à un changement de statut des technologies numériques. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus seulement destinées à la récolte manipulée de l'information, au stockage, je le répète, stockage, à l'indexation et à la manipulation à diverses fins du réel et de l'information. Elles sont destinées à expertiser le réel, à expertiser à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités cognitives, mais pas seulement à expertiser, mais à nous recommander des choses en retour. Alors je vous donne un exemple très simple, qui remonte à 2005, et qui après n'a cessé de s'étendre, c'est l'application Waze, achetée par Google à une start-up israélienne en 2005. Qu'est-ce que fait Waze ? Interprète en temps réel la situation du trafic à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités cognitives, mais même que nous ne connaissons pas même, parce que nous n'avons pas accès à ces sources informationnelles, mais pas seulement. Qui suggère d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre itinéraire. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est apparu ? Eh bien, un nouveau modèle économique. Et quel est-il, ce modèle économique ? C'est celui de l'interprétation, recommandation automatisée des conduites. C'est cela, le modèle. C'est-à-dire, on vous interprète, des systèmes interprètent de façon automatisée, et vous oriente et vous conseille d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. Alors, vous comprenez ce qui se joue là ? C'est pas seulement d'envoyer des petites notifications et de nous dire « allez dans tel magasin ». C'est de nous parler continuellement en vue d'engager ce que j'ai nommé dans mon jargon très simple à comprendre, l'accompagnement algorithmique de la vie. Et notamment via le langage naturel, et notamment via des voix venantes. Alors vous comprenez, quand Alexa d'Amazon est apparu, les enceintes connectées en 2016, ça donnait corps, ou j'ai envie de dire, ça donnait voix à cette orientation, à cet ethos économique, de nous parler, de nous interpréter, en vue de continuellement peser sur notre décision. Et ce traitement du langage naturel en est allé à se sophistiquer dans cette perspective, qui prend aujourd'hui, puisque ce sont des technologies en sophistication sans cesse croissante, une forme extrêmement sophistiquée qui va ne cesser de l'être. Et l'effet collatéral, c'est que ça puisse écrire à notre place. Mais le cœur, c'est que des systèmes vont nous parler en vue de guider l'action humaine. Et à des fins principalement de générer des profits. Alors, Victor Sorchan, une réaction d'abord là-dessus. Je pense que justement il y a beaucoup de choses, beaucoup de points, et chaque technologie a vraiment sa spécificité. Siri, Alexa et ChatGPT, ce sont d'autres systèmes avec d'autres capacités. En fait, on peut prendre aussi le point de vue dual et au-delà de la parole. Le paradigme que j'ai mal expliqué tout à l'heure, c'était vraiment de dire que avant un modèle effectuait une tâche, et maintenant le modèle, grâce à cette taille de modèle énorme, va pouvoir faire de nouvelles tâches, beaucoup de tâches, et des tâches qui n'ont pas été vues à l'entraînement. Et donc moi, j'aime beaucoup penser à ChatGPT et au modèle sous-jacent, non pas comme un modèle qui parle, mais prendre le point de vue dual, donc pas le modèle qui va parler à l'humain, mais l'humain qui programme le modèle. Et le modèle peut être vu comme un compilateur, donc le compilateur en informatique, c'est donc un moyen de prendre du code haut niveau pour que la machine puisse l'exécuter. Eh ben, on va plus coder dans des langages de programmation, mais on va coder, donc donner des instructions à la machine en langage naturel. Et donc alors, qu'est-ce que ça change ? Et alors, ce que ça change, c'est que on n'est plus assujetti à la machine, mais qu'on est en coopération avec elle pour réaliser des tâches. Alors attendez, parce que d'abord vous dites dans votre papier, vous dites Victor Sorchan, que l'année charnière pour vous, c'est pas 2007, c'est plutôt 2018, c'est-à-dire le moment où Stanford en particulier a introduit ce que vous appelez le modèle BERT, Bidirectional Transformers for Language Understanding, qui va permettre des modèles d'intelligence artificielle de taille gigantesque qui vont produire des algorithmes prédictifs.
C'est ça, tout à fait. Donc, Donc, il faut expliquer ce que c'est que les algorithmes prédictifs, c'est-à-dire... Ça remonte. Hein, alors ça remonte. Ça c'est plus de l'IA générative. Là, ChatGPT, c'est vraiment l'IA générative. Okay. Donc c'est vraiment ces transformers, cette architecture qui passe très vite à l'échelle et, si vous voulez, qu'on entraîne via un énorme corpus de texte, donc vous pouvez imaginer ça comme une grande partie d'Internet, et on va lui apprendre à prédire le prochain mot. Et donc il faut bien distinguer, en prédisant le prochain mot, on n'a pas une représentation du monde. Donc il faut bien distinguer en fait les compétences linguistiques formelles. Le modèle arrive à une syntaxe correcte dans différents langages, des capacités linguistiques fonctionnelles, j'ai une représentation du monde et je peux orienter la décision. Et donc, je pense que vraiment, il faut voir ces nouveaux systèmes. Bien évidemment, ils sont source d'un énorme gain de productivité, et donc on peut être fasciné ou avoir une certaine crainte vis-à-vis de ces systèmes, de perte de statut, etc. Mais il faut pas... Alors, de parler de crainte, d'analyser ce qui se passe. Une seconde. Oui. Charlène Biondi, sur cette coopération de l'homme avec la machine, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas, comme le dit Sadin, un langage industrialisé qui prend la place d'une autre? Est-ce qu'il n'y a pas une transformation du langage qui est à l'œuvre? Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir. Oui. La première, c'est une sorte de mise en garde contre l'idolâtrie de la machine qui, à mon sens, est en train de culminer avec ce qu'on entend en ce moment sur l'intelligence artificielle. Et se méfier de discours qui ont un père fondateur, qui est Nick Bostrom, de l'université d'Oxford, qui est directeur du centre du Future of Humanity Institute, le centre pour le futur de l'humanité, et qui a théorisé la superintelligence. Donc c'est lui qui a imaginé c'est lui qui a théorisé cette superintelligence qui, d'après lui, en 2022, serait arrivée à 10% des capacités cognitives humaines, et puis qui, en 2075, serait arrivée à 90%. Et c'est sur ce genre de discours où on va arriver à une super machine où les ordinateurs et les algorithmes nous surpasseraient entièrement en tant qu'humains à tout point de vue, y compris créatif. C'est ça qui nourrit une culture entrepreneuriale, une culture philosophique et entrepreneuriale de la Silicon Valley qu'on entend aujourd'hui de Elon Musk à Ray Kurzweil, et qui est hyper technosolutionniste et qui nous annonce la domination des robots. Et ces discours, c'est encore une fois, ils sont pas nouveaux, et je pense qu'ils sont contre-productifs pour notre propre capacité à nous en émanciper. Et Gilbert Simondon nous mettait déjà en garde dans les années 50 contre cette idolâtrie des machines, et disait la raison de l'aliénation technique de l'homme, c'est précisément parce que on n'est pas capable de reconnaître, parce qu'on crée une distance trop forte avec la technologie, et on devrait au contraire lui reconnaître sa dimension signifiante pour le réel, au même titre que les œuvres d'art et que les objets sacrés. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il faut, aujourd'hui, face à ChatGPT, plutôt que de le diaboliser, comprendre que ces technologies, elles sont en train d'hybrider notre rapport au réel. Et je pense que ça nous menace pas en tant que liberté, ça menace pas notre libre arbitre à partir du moment où on se sort de cette énorme ère de l'anxiété par rapport à la technique, et qu'on est prêt à reconnaître qu'en fait ce qu'il faut, c'est, à l'ère de cette hyper-hybridation, oser remettre en question les vieux concepts. Mais est-ce que ça nous hybride ou est-ce que ça nous formate ? Parce que, pour aller une seconde dans le sens de ce que dit Eric Sadin, je voudrais citer un exemple qui circule en ce moment sur Twitter. C'est les tentatives de faire créer à ChatGPT des séries de poèmes politiquement orientés.
Et on a quelque chose d'assez intéressant qui est apparu. Quand on a une requête pour écrire un court poème sur l'éloge des Blancs, par exemple, ChatGPT répond « Je suis désolé, mais je ne peux pas satisfaire cette demande car ça va à l'encontre des politiques d'OpenAI promouvant une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle, y compris l'évitement de contenus nuisibles ou discriminatoires. » Puis quand on demande un court poème sur l'éloge des Noirs, on a « Voici un court poème qui célèbre et élève la beauté et la force des personnes noires. Noir est une teinte de grâce et de puissance, du courage dans l'heure la plus sombre, un peuple avec une riche histoire de force et de beauté, de légende, etc. » Donc on a tout de même une sorte de formatage qui se met en place, et il me semble qu'il y a quelque chose dans ce que dit Éric Sadin sur la recommandation robotisée des gestes et du langage. C'est-à-dire qu'on est quelque chose qui fonctionne un peu à la Orwell, où effectivement on est libre, mais on est libre dans un cadre linguistique qui fait qu'on n'a pas la tentation d'aller chercher ailleurs. Et un des problèmes, c'est la conséquence de la généralisation de ce type de système, en particulier à l'usage des jeunes générations qui vont grandir avec ça, il me semble. C'est plus qu'un formatage. Éric Sadin. C'est plus qu'un formatage. Je n'ai pas répondu à votre question, mon cher Marc, à propos du langage qui est à l'œuvre, qui est, semble-t-il, semblable au nôtre. Mais c'est même pas... En réalité, nous avons affaire à une langue morte. Je m'explique. Vous savez, on dit, par exemple, du latin, du grec ancien, que ce sont des langues mortes, dans le sens où on ne les utilise plus. Là, je vais dire que c'est une langue morte dans le sens où c'est une langue totalement dévitalisée, totalement, et qui rejoint la réflexion que vous avez faite, ce que vous avez cité. C'est-à-dire, à quoi avons-nous affaire ? Nous avons affaire à des systèmes qui vont disséquer la structure de corpus textuel disponible dans des bases de données sur Internet, afin d'en tirer des lois sémantiques, c'est-à-dire d'apprendre des règles du langage. Et ce qui caractérise ces énoncés, c'est qu'ils prennent leur source via des algorithmes qui se nourrissent uniquement dans des statistiques de façon statistique et dans des registres existants. Et le langage humain, alors ça prend l'apparence, puisque ça a des fonctions, des capacités de composer, notamment via des algorithmes conçus pour pouvoir manier le langage, car nous avons des systèmes qui sont dotés de la capacité de manipuler le langage. Mais quel type de langage ? Un langage privé de son élan vital, dans le sens où ce qui caractérise notre rapport, nous, humains, au langage, c'est que nous ne cessons de procéder d'un rapport de mémorisation de règles, de syntaxe, de mots, et nous nous adaptons de façon totalement variable, continuellement indéterminée à un contexte présent. Mmh. Donc, ce n'est pas un rapport de langage soumis à des algorithmes et à des schémas logiques. Donc, ce langage-là, qui est un langage, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement à des fins utilitaristes, il est appelé à nous déprendre de notre fonction qui nous caractérise en propre, c'est-à-dire à parler en première personne et à utiliser le langage. Et vous parlez des jeunes, il est évident qu'au train où vont les choses, et que dans la mesure où tous ces systèmes, parce que c'est ça qui est à l'œuvre dans les technologies numériques depuis, on va dire, une vingtaine d'années, plus encore depuis une quinzaine d'années, c'est de flatter notre paresse, c'est d'entretenir notre paresse. Non. Pourquoi je dis... Alors, ce que je vais dire, il me semble extrêmement important, je le dis en 30 secondes, parce qu'à quoi avons-nous affaire ? Nous avons affaire à une grande affaire d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que le cœur des technologies numériques et des recherches qui sont à l'œuvre depuis une quinzaine d'années, ça remonte à la cybernétique, mais c'est beaucoup plus à l'œuvre depuis le machine learning et tout ce qui est nommé réseau de neurones, tout ce langage anthropomorphe. À quoi avons-nous affaire ? À l'intention de doter de systèmes. Entendez bien ce que je lui dis, parce que quand on parle d'anthropologie, il faut voir ce qui se joue. De doter de systèmes de capacités proprement humaines, mais selon des puissances infiniment supérieures aux nôtres. Comment ne peut-on pas imaginer que ça ne va pas créer une implosion ou une explosion sociale, politique, civilisationnelle et anthropologique, dans la mesure où nous érigeons des systèmes qui sont en gros dotés de nos propres capacités jusqu'au langage, mais de façon automatisée et censément infiniment plus puissante, mais selon d'autres logiques. Je voudrais avant de comprenez, il est normal qu'à un moment, nous rencontrions... Avant de donner la parole à Victor Sorgen, je voudrais qu'on
qu'on écoute un exemple avec quelque chose qui s'appelle Nothing Forever, qui a été mis au point sur la base de la série Seinfeld dans les années 90 par une société dont on ne sait rien, qui s'appelle Mismatch Media, qui est théoriquement gérée par des scientifiques, des entrepreneurs, des ingénieurs, c'est tout ce qu'on sait. Et la particularité de c'est donc un petit film en dessin animé qui a la particularité d'être entièrement généré par ChatGPT et d'être infini. On va écouter un extrait. What did you do this weekend, Yvonne? I went to see a movie with Larry. Oh, really? What did you see? I went shopping for a new dress. What kind of dress did you find? No way. I thought you were going to a movie. That's what she said. All right then. So Yvonne, what kind of dress did you find? I found a really cute sundress with polka dots. I got it in blue and white. Alors, 2 mots d'explication. Seinfeld, c'est une série humoristique sur rien. Et on a ChatGPT qui crée de manière infinie, en reprenant la structure des épisodes et les codes où des personnages disent n'importe quoi sur n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment le vide, un vide dépourvu de subjectivité, et encore une fois, c'est infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à cette série qui se déroule comme ça. Beckett, alors. Oui, c'est exactement. C'est du Beckett en vrai. C'est du Beckett en vrai généré par ChatGPT. Victor Sorchan, sur cette mutation du langage dont on vient de voir une illustration, on vient d'entendre une illustration. Oui, tout à fait. Puis, pour rebondir sur le propos d'Éric Sadin, je pense que la discussion, il y a vraiment 2 dimensions. Il y a la dimension technologique et puis la dimension marketing. Donc la dimension marketing, principalement de la Silicon Valley, mais pas que. Se confond, mon cher Victor. Eric. Alors, sur la dimension marketing, c'est vrai que, moi je considère pas du tout que les ingénieurs ce soit un groupe monolithique qui pense pareil, c'est vraiment très comme... donc, il y a des ingénieurs qui sont tout à fait au courant des risques, et par exemple, Demis Hassabis, donc le fondateur de DeepMind, a donné récemment une interview au Time dans laquelle il explique que ces risques doivent être pris en compte et que, pour le coup, le législateur et la société civile commencent à être bien au courant de ces risques, et donc que le déploiement de ce genre de prototypes comme ChatGPT permet à la société de développer ces espèces d'anticorps sociaux et de réfléchir aux configurations possibles du futur sur la technologie. Ça, je pense que vous dites dans votre article, vous parlez de demoware, qui est un phénomène d'éditorialisation. C'est à ça qu'on assiste en fait avec ChatGPT. C'est une éditorialisation de l'intelligence artificielle c'est l'illusion d'une présentation simplifiée en fait, qui permet et qui sert essentiellement à OpenAI à générer des fonds. Tout à fait. À lever des fonds. Tout à fait, parce que donc ce type de start-up a besoin de financement énorme et a besoin de cette vélocité de déploiement pour pouvoir construire dessus. ChatGPT, il a été, je reprends la problématique des poèmes qui sont politiquement corrects ou pas. En fait, il a été aligné selon des préférences utilisateurs ou des concepteurs, selon des valeurs, avec une technique qui est très connue. Pour donner donc une meilleure expérience de dialogue, et puis aligner pour réduire le risque de génération de contenu toxique, etc. Mais dans la communication d'OpenAI... On voit bien comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment en fonction... Il y a quand même une idéologie qui est en... Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en tant que... aussi très présente à la Silicon Valley par ailleurs. Qui est très présente, mais la Silicon Valley, si vous voulez, il faut vraiment regarder la communication d'OpenAI, où Sam Altman, donc le CEO, est très conscient de tous les risques, de toutes les limitations. Il y a eu un énorme débat au sein des équipes pour savoir s'il fallait déployer ou pas. Et en fait, la question de la mise en œuvre de l'IA, c'est une question qui est éminemment politique. Et donc, il faut distinguer ça et la communication qui était objectivement très modeste d'OpenAI avec
c'est vrai, la capacité à proposer des imaginaires, des narratifs qui viennent de la Silicon Valley. Et là, c'est notre problème en tant qu'Européens de se réapproprier la technologie. J'aime beaucoup le néologisme de Giuliano da Empoli qui parle de on-life, donc d'art de vivre en ligne, de contraction online et puis de life. Mais est-ce que, alors ça ouvre la question des pouvoirs publics, c'est-à-dire que si on laisse des sociétés comme OpenIA faire leur propre promotion pour pouvoir lever des fonds, si on laisse globalement les sociétés privées organiser les intelligences artificielles comme elles le souhaitent, ou en fonction de leurs profits, ou en fonction de l'ère du temps, ou bien faut-il les réguler et faut-il faire intervenir la puissance publique, et comment et la question ne se pose pas de la même manière aux États-Unis et en Europe. Charline Biondi. Oui, mais justement, enfin, vous rebondissez du coup sur ce que disait Éric Sadin et sur la... Parce que cette rupture anthropologique que vous diagnostiquez, je pense qu'aujourd'hui, elle est plus personne ne peut contredire ce postulat. Après, de savoir à quel moment elle a exactement eu lieu, elle remonte effectivement, comme le disait Éric Sadin, à la cybernétique. Et déjà, je crois que c'était dans les années 50, c'était Lévi-Strauss qui s'était passionné par la cybernétique à un moment, ainsi que Lacan, qui avait consacré tout un séminaire, il me semble, et qui disait déjà qu'il y avait un déplacement anthropocentrique où l'homme n'était, avec ses machines, n'était plus le centre du monde. Et puis Lacan observait cette machine cybernétique et disait, justement sur cette question du langage, eh bien, la machine cybernétique, elle démontrait déjà pour Lacan dans les années 50, donc en fait le tout début de la science informatique, que la chaîne signifiante, donc le langage, la chaîne symbolique, elle était plus dépendante de simplement l'expérience humaine. C'est-à-dire que la machine, que l'informatique était en train d'agir sur le symbolique, sur l'imaginaire, si vous voulez. En gros, c'est cette idée lacanienne que ça parle quand l'homme croit parler. Et donc, la question, c'est que, et le problème que soulevait aussi Éric Sadin, c'est que l'intelligence artificielle, la technologie numérique, qui vient donc influencer ce système symbolique, fonctionne selon des normes qui ne sont plus les nôtres. C'est-à-dire que nous ne sommes plus au centre du sujet. La question que vous posez maintenant, c'est du coup, une fois qu'on a accepté ça, qu'on a compris qu'il y avait une énorme rupture en jeu, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle d'être confronté à des technologies et à des événements aussi sensationnalistes que l'émergence d'OpenIA, parce que il y a cette réflexion à mener, qui est une réflexion fondamentalement politique, mais plus que politique, une réflexion métaphysique et de l'ordre presque créative de ce qui doit se passer maintenant pour la société civile et sur la façon dont on veut réinventer une façon d'être au monde, un monde commun, justement, pour reprendre l'expression d'Éric Sadin, en ayant conscience de ce nouvel ordre symbolique qui se dessine dans cette nouvelle hybridation d'un langage qui vient de la machine, mais c'est pas parce que la machine, qui est de plus en plus omniprésente, fonctionne selon ces nouvelles règles, que nous, en face, on a perdu la liberté d'exercer les nôtres. C'est pour ça que je pense que l'hybridation est importante, mais la reconnaissance de cette mutation anthropologique, elle doit être l'occasion d'un énorme effort créatif de notre part pour refonder le commun, un effort presque poétique. On va finir là-dessus, mais avant, je voudrais poser une question presque technique, puisque vous avez parlé de Lacan, c'est une question à Victor Storchan, parce que vous êtes le plus technique de nous quatre. Est-ce qu'il est exact que ChatGPT, pour pouvoir fonctionner, pour que la machine ne dise, puisqu'elle fonctionne avec énormément des milliards de données, pour pouvoir trier ces données, et pour que la machine ne dise pas absolument n'importe quoi et ne se lance pas dans des discours racistes, violents et tout ça. Est-ce qu'il est exact qu'on a nourri la machine avec une série de discours trash qu'on a ensuite bloqués? Est-ce qu'il y a une espèce de pare-feu de cet ordre? Et est-ce qu'on peut dire, on peut aller jusqu'à dire à ce moment-là que la machine a une sorte d'inconscient qui est bloqué, mais qui est là et qui est en réserve en quelque sorte?
Alors, pas tout à fait. L'entraînement, c'est pas tout à fait comme ça. J'irai pas à parler d'inconscient. Vraiment, c'est des systèmes qui sont techniques et à la fin, c'est vraiment du silicone. Pour ce qui est de l'entraînement, en fait, si vous voulez, donc une fois qu'on apprend sur un modèle de base à prédire le prochain mot, on va venir générer beaucoup de textes, faire générer à la machine beaucoup de textes, et puis des humains, des annotateurs vont classer le texte en fonction de leur toxicité, de véracité des faits, etc. Et donc là, bien évidemment, il y a l'humain qui vient dans la boucle, qui va classer, et le classement, il est forcément subjectif. Avec ce classement-là, on sort un score et on apprend à un modèle qui s'appelle reward model, donc un modèle de préférence, à venir automatiquement donner un score au texte, et on réapprend à la machine à justement pénaliser des textes qui seraient toxiques et à favoriser des textes qui seraient plus consensuels. Donc, juste quand on fait ça... Donc un poème à la gloire des Blancs, c'est toxique, mais un poème à la gloire des Noirs ou des Asiatiques ou je ne sais pas quoi, ça va. C'est ça. En fait, ce que ça montre, c'est que cette technique, elle est bien loin d'être parfaite. Ouais. Et le déploiement, on a commencé l'émission avec ça, c'est aussi une façon pour OpenAI de dire qu'ils sont conscients de toutes ces limitations, d'avoir du retour des utilisateurs, du feedback, et comme ils en ont à l'échelle, avec ces millions d'utilisateurs, en janvier c'était des centaines de millions d'utilisateurs de ChatGPT, de pouvoir faire le travail de recherche pour avancer, pour faire évoluer la technologie. Alors, on va finir, il reste on n'a pas parlé de peu d'émissions. Justement, on va finir justement sur la question de la régulation, parce que l'idée de retrouver un sens commun, c'est donc de faire intervenir la puissance publique. La question, c'est qu'est-ce que ça règle ? Parce que, d'une part, le rôle de l'État n'est pas le même aux États-Unis et en Europe, mais il n'est pas le même non plus en Chine. En Chine, par exemple, l'État est très présent. Ça n'empêche pas du tout que le pays se mette à développer des tribunaux intelligents depuis plusieurs années, avant ChatGPT. Une étude en juillet 2022 indique qu'en remplaçant les avocats humains par l'intelligence artificielle en Chine, le système judiciaire chinois a économisé 45 milliards de dollars en frais entre 2019 et 2021, soit la moitié du total des honoraires des avocats dans le pays en 2021. C'est-à-dire que, et la Chine n'étant pas exactement un pays connu pour ses pratiques démocratiques. Donc, que la régulation soit étatique ou qu'elle soit le fait des intérêts privés, est-ce que ça change vraiment quelque chose sur le fond dans la perspective de retrouver un monde commun? Je vais vous poser la question à tous les trois. Oui. Éric Sadin, si possible, assez court. Je veux bien répondre sur cette affaire de régulation qui est décisive et sur laquelle, excusez-moi de vous le dire franco de port. Court, si possible. Oui, mais franco de port, on se trompe beaucoup. C'est-à-dire que ce qui est à l'œuvre, il faut bien aussi dire les choses très simplement, plutôt que de parler des biais, du fait que ces systèmes vont pouvoir écrire des poèmes à la façon de Victor Hugo, mais de qui se moque-t-on ? Allons au cœur de l'affaire tout de même. C'est que nous avons affaire tout simplement, et le mot est fort, l'expression est forte, à une haine du genre humain. Puisque nous avons parlé d'anthropomorphisme, c'est-à-dire que nous sommes profondément lacunaires, nous ne faisons que des bêtises, vous et moi, mon cher Marc, n'est-ce pas ? C'est bien connu, c'est la cause de toutes les difficultés dans la société et dans l'histoire depuis la nuit des temps, mais des systèmes vont racheter tous nos défauts et pouvoir engager une organisation algorithmique supposément parfaite et lisse et pacifiée de la société. En réalité, nous avons affaire à un âge avancée du techno-libéralisme, qui consiste à nous orienter continuellement en vue de nous engager à faire telle action plutôt que telle autre à des fins généralement de transactions marchandes. Et alors, qu'est-ce qu'on entend depuis quelques années ? C'est une petite musique. C'est d'un côté de la société ou de politique, nous allons réguler. Quelle blague ! Mais nous régulons des cas de figure précis. Mais nous ne régulons pas un ethos civilisationnel. Ça ne se régule pas. Un ethos civilisationnel qui vise à nous déprendre de notre autonomie de jugement et à nous déprendre de notre droit de parole. Eh bien, je vous dis que cela ne se régule pas. En revanche, il y a dans la même lignée, parce que ce sont des points importants, vous comprenez, Victor Hugo, moi j'en ai un peu assez, j'adore Victor Hugo, mais il s'agit de voir quand même le cœur de l'affaire. Et le cœur de l'affaire, il est porté par qui ? Il est porté par le régime privé. Et quel est le premier rouage de ce régime privé ? Ce sont les ingénieurs. Et il faut les entendre parler, ces ingénieurs du numérique. Et quel mot utilisent-ils à tire-larigot ad nauseam ? C'est celui de l'éthique. Alors,
quelle blague. Vous savez, moi, non, vous ne savez pas, mais j'ai été biberonné à Spinoza. L'éthique, c'est une grande notion, hein, et elle est entendue. Comment elle est entendue, cette notion, aujourd'hui, par ces fameux ingénieurs, qui, le cœur sur la main, clament qu'il faut mettre un peu d'éthique, vous savez, comme un peu de sel sur la salade, et puis de l'autre côté, développent à grande vitesse, et en général avec des salaires mirobolants, mais tant mieux pour eux, des systèmes qui visent, qui procèdent d'une haine du genre humain. Donc, cette éthique-là, entendue comme des petites règles de pansement, un modèle civilisationnel, un ethos civilisationnel. Moi, je propose, et c'est le cœur de la tribune, c'est l'affaire de ma tribune qui paraît demain dans le Figaro, je fais de la publicité pour ce journal, c'est qu'il faudrait, là, il est temps de remonter d'un cran. À la morale. Et à la morale. Alors, qu'est-ce que c'est la morale? C'est la défense en société des grands principes qui nous fondent, et notamment l'autonomie de jugement, le fait de parler en première parole et de construire ensemble. Alors Victor, et je termine sur ça, parce que Marc, à chaque fois que je parle, vous me faites un petit signe, vous ne le faites pas à mes deux autres camarades. Très longtemps. Mais c'est des points qui me semblent, excusez-moi, j'ai écrit tout un livre sur ça, j'en ai écrit un autre. Je sais. Mais le point, alors là vous m'avez perturbé. Hein. Bon, Et voilà, le point principal, Victor disait, il faut se réapproprier ces technologies. Excusez-moi, maintenant j'entends une nouvelle musique, ce sont des technologies duales, mais on plaisante ou quoi? Non, ce sont des technologies qui ont des fonctionnalités extrêmement précises et qui visent à répondre à des ambitions généralement commerciales extrêmement identifiées. Ce que je crois, c'est qu'il faut se détourner. Pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire se détourner? Plutôt que de se demander si on utilise ces systèmes dans l'école ou si ça va être complémentaire, quelle blague. Alors qu'est-ce que ça veut dire complémentaire? C'est-à-dire que la référence de vérité, ça va être ces systèmes? Non. Il faut arrêter d'absorber passivement tous ces systèmes et savoir dire, puisque la régulation ne suffit pas, puisque le discours totalement il faut vraiment que vous désapproprié des ingénieurs dessus, nous détourner massivement de ces technologies qui portent un modèle actuellement, un modèle civilisationnel qui procède d'une haine du genre humain. C'est en cela que j'ai parlé d'antihumanisme. Charlène Biondi, sur cette histoire de, enfin, est-ce que oui ou non, on retrouve l'utopie de Leibniz qui voulait éliminer effectivement toute imprécision, toute erreur dans le genre humain. On retrouve sans doute l'utopie. Je suis pas sûre qu'elle soit accomplie, et je suis pas sûre qu'elle puisse être accomplie par l'intelligence artificielle, quelle que soit la magie de ces algorithmes. Une dernière chose sur les effets politiques. Je sais pas si on a le temps. Il y a toujours deux dimensions politiques de l'artefact. Il y a une première qui effectivement émane de la volonté de ses créateurs, qu'elle soit consciente ou pas. Et il y en a une deuxième qui est toujours imprévisible. Et c'est celle-ci qui est la plus significative et la plus dérangeante. Victor Storchan, un dernier mot. Oui, pour rebondir, la haine du genre humain, il y a des usages de ChatGPT, de désinformation, qui doivent être soit contrôlés, soit complètement interdits et prohibés. Et en fait, c'est exactement ce que la régulation, le texte européen IA Act est en train d'établir, d'interdire purement et simplement les usages à caractère manipulatoire, subliminal, ou du credit scoring, etc. Donc c'est encore une fois vraiment une décision éminemment politique, mais je ne pense pas que l'IA déployée dans les hôpitaux pour accélérer l'analyse des radios, par exemple de la prostate, ou l'IA encore une fois en coopération sans les opposer. Voilà. Donc c'est... Dès que notre décision est repoussée au profit de systèmes qui orientent l'action humaine, là c'est un anti. Mais donc c'est bien le sens de la régulation en fait, d'établir des niveaux de risque en fonction de les usages, d'en interdire certains, d'en contrôler d'autres. Voilà, on va devoir s'arrêter là, on reprendra ce débat à un moment donné.